Bonjour à tous, je suis Dr Madawi qui représente votre détective clinique. C'est un immense plaisir d'animer cette session de révision vraiment taillée sur mesure pour vos examens de certification médicale. Aujourd'hui, on ouvre un dossier incontournable, une maladie autosomique récessive qui va exiger toute notre perspicacité. Alors, on aiguise son esprit critique car on va décortiquer chaque indice pas à pas. Comme je vous le disais, je suis Dr Madawi, votre détective clinique. Bienvenue dans cette synthèse d'investigation. Notre mission d'aujourd'hui, résoudre le fameux mystère métabolique de la phénylcétonurie, qu'on appelle souvent tout simplement la PCU. On va scruter les preuves cellulaires, comprendre la mécanique de fond et surtout cibler ces petits détails clés qui tombent systématiquement lors des évaluations. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors, comment on va s'articuler notre dossier? D'abord, on va examiner la scène du crime métabolique. Ensuite, on passera aux indices cliniques, puis à la gestion et au traitement. On abordera le fameux piège de la grossesse, un grand classique, pour terminer par des cas pratiques. Ne vous inquiétez pas, on va balayer tous les points au rendement. Allez, section 1, la scène du crime métabolique. C'est là que tout commence au niveau cellulaire. Pour bien comprendre ce crime, il faut déjà savoir comment les choses se passent en temps normal. Imaginez une ligne de production. D'abord, on a la phénylalanine. C'est un acide aminé essentiel, en gros, une brique de base pour construire nos protéines. En temps normal, cette phénylalanine est transformée en tyrosine. Et l'ouvrier ultra spécialisé qui fait ce boulot, c'est une enzyme, la phénylalanine hydroxylase. Prenez vraiment un instant pour craver ce nom dans votre mémoire. Phénylalanine hydroxylase. C'est littéralement la clé de toute la maladie. Maintenant, regardez le contraste. Dans un métabolisme sain, tout roule. Mais chez un patient atteint de PCU, cette enzyme cruciale est aux abonnés absents. Le résultat, c'est comme un barrage sur une rivière. La conversion est bloquée. Donc, on se retrouve avec, d'un côté, une tyrosine anormalement basse et de l'autre, une accumulation massive de la molécule coupable, la phénylalanine. Et c'est exactement ce blocage qui va déclencher toute la cascade de problèmes. D'ailleurs, c'est ça qui donne son nom à la pathologie. Face à cette accumulation toxique, le corps panique un peu et essaie de gérer le surplus. La phénylalanine finit par se dégrader en ce qu'on appelle des métabolites toxiques. Parmi eux, on a les fameuses phénylcétones. Et devinez où elles finissent. Directement excrétées dans les urines. Des phénylcétones dans les urines, phénylcétonurie. C'est logique, non? Ah, et gardez bien en tête l'acide phényllacétique. C'est l'un de ces métabolites et on va en reparler dans un instant. Ce qui nous amène à notre section 2, indices et diagnostics cliniques. Cherchons un peu les preuves laissées par ces toxines. On le sait tous, en médecine, certains détails valent de l'or. L'acide phényllacétique dont on vient de parler, il donne une odeur extrêmement spécifique à l'enfant. On parle souvent d'une odeur de moisi ou, grand classique des examens, d'une odeur de souris. C'est un indice majeur. Si vous lisez odeur de souris dans l'énoncé d'un cas clinique, le radar doit clignoter PCU instantanément. Mais le vrai drame de la PCU, ce sont les dommages à long terme si on rate le diagnostic. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'excès de phénylalanine ne reste pas sagement dans le sang. Il s'infiltre et s'accumule dans le cerveau. À la naissance, le bébé va parfaitement bien, mais avec le temps, cette neurotoxicité fait des ravages. On parle de déficience intellectuelle sévère, de crise d'épilepsie, de troubles de la marche. C'est un tableau clinique lourd, d'où l'importance absolue d'agir très très vite. Et c'est là que le timing est crucial. Comment on prend ce tueur de vitesse? Avec le dépistage néonatal. Le bébé naît avec des taux normaux, tout simplement parce que le foie de la maman l'a protégé pendant la grossesse.
C'est pour ça qu'on teste la phénylalanine vers 24 heures de vie après les premiers repas et souvent une deuxième fois à 48 heures. C'est exactement là que notre travail de détective commence, pour stopper la maladie avant que les dégâts cérébraux ne s'installent pour de bon. Très bien. Passons à la section 3, gestion et traitement. Comment on neutralise concrètement la menace? La logique est assez implacable. Si le corps ne tolère pas la phénylalanine, eh bien, on arrête de lui en donner. La prise en charge repose sur un régime diététique drastique. On parle d'une restriction stricte en phénylalanine, donc un régime très pauvre en protéines, complété par des mélanges commerciaux qui en sont totalement dépourvus. Mais attention, rappelez-vous notre fameux blocage enzymatique. Puisque la voie est bloquée, la tyrosine n'est plus fabriquée. Du coup, elle devient un acide aminé essentiel qu'il faut absolument supplémenter. C'est un équilibre délicat qui demande un suivi sanguin constant. Allez, on avance. Section 4, le piège de la grossesse. Un scénario que les examinateurs adorent. Le grand classique, c'est la femme enceinte, atteinte de PCU, qui a lâché son régime strict. C'est une catastrophe, car l'excès de phénylalanine traverse la barrière placentaire sans aucun problème, et pour le fœtus, c'est un agent tératogène d'une violence inouïe. Les risques, microcéphalie, retard mental, malformation cardiaque, sans oublier un risque très élevé de fausse couche. Et retenez bien ce point pour vos examens. Même si le fœtus est hétérozygote, donc génétiquement sain, il est totalement incapable de gérer la charge toxique massive envoyée par sa mère. Ici, il y a un chiffre critique aggravé dans votre esprit. C'est le chiffre 2. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des dégâts tératogéniques réversibles sur les organes du fœtus se produit avant le deuxième mois de grossesse. C'est fondamental. Ça explique pourquoi la planification familiale et la reprise stricte du régime doivent se faire bien avant même la conception. On passe à l'action. Section 5, cas pratique, les fameuses vignettes. C'est le moment d'appliquer vos talons d'enquêteur. Écoutez bien les faits. Un nouveau-né présente une microcéphalie et un souffle systolique. L'anamnèse nous apprend que sa mère, âgée de 38 ans, a arrêté le régime spécial lié à sa maladie génétique il y a des années. Alors, quel est votre diagnostic? Qu'est-ce qui relie tous ces indices? On décode ça ensemble. La mère, qui abandonne son régime génétique, s'accrie PCU non traité, donc on a une hyperphénylanonymie maternelle. Ces niveaux toxiques ont traversé le placenta. La microcéphalie et le souffle cardiaque de l'enfant, ce sont les preuves directes de l'effet tératogène. Le verdict est sans appel. On est face aux effets d'une PCU maternelle. Le fœtus était la victime collatérale du déséquilibre métabolique de sa mère. Deuxième dossier. Une patiente de 20 ans, enceinte de 2 mois, se rappelle soudain qu'elle a arrêté son régime PCU. Les analyses montrent des taux de phénylalanine complètement explosés. La question terrible mais nécessaire, le fœtus est-il à risque? Rappelez-vous la chronologie qu'on a vue tout à l'heure. La réalité clinique ici, malheureusement, c'est que le fœtus a très probablement déjà été touché. En repensant à notre fameux chiffre 2, on réalise que l'organogénèse est sévèrement attaquée avant même la fin du deuxième mois. Essayez de corriger les taux maternels maintenant, au troisième trimestre par exemple, c'est tristement trop tard pour éviter les malformations structurelles. Ça souligne vraiment pourquoi l'éducation des patientes en âge de procréer est d'une importance absolument vitale. Et voilà, l'enquête touche à sa fin. De la panne de l'enzyme cellulaire en passant par cette fameuse odeur de souris jusqu'aux conséquences fétales, on a rassemblé toutes les pièces du puzzle. Vous avez maintenant tous les indices à haut rendement pour déjouer les pièges des examinateurs. Alors, la prochaine fois que vous croiserez ces indices, serez-vous prêt à dénouer ce mystère métabolique le jour J?
Aucun doute là-dessus. Continuez à cultiver cet esprit d'analyse, gardez votre curiosité et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau dossier. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.